Depuis des centaines de millions d'années, les insectes occupent le monde. Ils ont été parmi les premiers colonisateurs des univers aquatiques et terrestres. Et si bien d'autres formes vivantes plus évoluées apparurent et disparurent depuis ces lointaines époques, ils ont su maintenir une domination discrète mais permanente sur le règne animal. Aujourd'hui, les insectes constituent 80% de la faune connue sur la Terre, avec près d'1 million d'espèces recensées. Sachant que la plupart de ces espèces sont représentées par des centaines de milliards d'individus, il est facile d'imaginer leur omniprésence et l'importance de leur rôle dans la nature. D'ailleurs, il est inutile d'aller bien loin pour s'en rendre compte. Une prairie ensoleillée, quelques fleurs fraîchement écloses, et le voyage peut commencer. Les premières rencontres seront plutôt faciles, surtout si l'on s'arrête sur les grandes ombellifères. L'endroit est connu de tous les amateurs de sucre, car ici coule à flot et en permanence un des plus délicieux nectars qui soit. Les plus assidus au rendez-vous sont les mouches. Toutes sortes de mouches à l'appétit sans limite et à la trompe particulièrement efficace. On peut être à la fois amatrice de sucre, certes, mais aussi de nourriture nettement plus consistante, quitte à faire passer de vie à trépas d'autres membres de la famille. Les mouches ne sont pas les seules à apprécier cet endroit. Et compte tenu de son déguisement et de ses bras largement ouverts, il serait étonnant que l'araignée soit installée là pour le nectar. Pour les tomises, pas de toile à tisser, à réparer tous les jours ou à refaire toutes les nuits. Voilà un mode de chasse efficace et pas trop fatigant, à condition cependant d'être extraordinairement rapide. La morsure et le venin qui va avec fait rapidement son effet. Et la suite des opérations n'est qu'une simple affaire de routine. Celui-là, par contre, n'a rien à craindre des tomises. Cet autre membre de la famille des mouches est un bombil, qui a pour habitude de ne jamais mettre une patte au sol, du moins durant la journée. Idéal pour butiner, sa maîtrise absolue du vol dans toutes les configurations lui permet également une autre activité fondamentale. Repérer sur le sol l'entrée des nids de certaines petites guêpes ou abeilles solitaires et pondre ses œufs à proximité. Mais quel rapport entre le bombil et les abeilles ou les guêpes? Eh bien voilà. Une fois écloses, les larves de bombil se nourriront des provisions que celles-ci ont entassées dans leur terrier. Le bombil est en fait une sorte de mouche coucou. Mais revenons à nos véritables mouches. Avant d'être adultes, elles ont été œufs, puis asticots bien dodus, et enfin pupes, dont elles sortent au bout de quelques temps de façon assez originale.
La technique des mouches est la suivante. À l'état larvaire, elles sont dotées d'une sorte de ballon replié dans leur tête. Au moment d'éclore, elles sont capables de le gonfler et de le dégonfler en le remplissant de liquide corporel. La pression suffit alors à faire s'ouvrir la pupe. Incapable de voler et d'échapper à un éventuel prédateur, le premier réflexe des jeunes mouches est de filer se mettre à l'abri des regards, le temps pour leurs ailes de se déployer complètement et surtout de durcir. Mais qui donc s'est permis de cracher sur les fleurs ce matin ? Personne en vérité. Pourtant, depuis quelques jours, beaucoup de plantes se retrouvent plus ou moins couvertes de cette décoration assez peu appétissante. À la campagne, on appelle cela des crachats de coucou. Mais ce charmant oiseau n'y est évidemment pour rien. La réalité est un peu différente. Il suffit d'oser s'approcher un peu pour essayer de comprendre. Visiblement, quelqu'un habite dans la mousse. Et ce quelqu'un, le voici. Il s'agit de larves d'un insecte appelé cicadelle. Elles produisent leur mousse en mélangeant de l'air à une sorte de liquide qu'elles excrètent. La technique est un peu primitive, mais plutôt efficace. Elles se cachent ainsi à la vue des prédateurs et en même temps maintiennent autour d'elles l'humidité dont elles ont absolument besoin pour vivre. Les cicadelles adultes sont assez peu différentes de leurs larves et passent l'essentiel de leur temps dans les mêmes lieux. Elles sont végétariennes. Plus précisément, ce sont des buveuses de sève qu'elles pondent dans les plantes en les piquant avec une sorte de trompe. Elles ne sont pas les seules d'ailleurs à s'adonner avec volupté à ce genre d'exercice. Mais ceux-là pratiquent la chose avec une efficacité d'autant plus grande qu'ils sont plutôt du genre famille nombreuse. Et pour être si nombreux, il n'y a pas de secret. Il faut se reproduire. Dans ce domaine, les pucerons ne font rien comme les autres, du moins comme les autres insectes. Autrement dit, pas d'œufs, pas de cocon, ni de métamorphose. Les pucerons femelles mettent bas leur progéniture exactement comme le font les chats ou les moutons. Chose étonnante également, les femelles pucerons n'ont pas obligatoirement besoin de s'accoupler avec les mâles pour pouvoir donner naissance à leurs petits. Le seul inconvénient, si l'on peut dire, est que leurs bébés seront à ce moment toujours des femelles. Chaque femelle puceron peut ainsi mettre au monde plusieurs minuscules bébés dans une même journée. Comme elles sont des centaines, au bout d'un certain temps, cela fait vite des troupeaux entiers de pucerons qui envahissent les plantes.
troupeau de pucerons, petits êtres dodus et sans défense, est une véritable aubaine pour d'autres animaux, nettement moins charmants. Celle-là est la larve d'une sorte de mouche dont l'appétit est véritablement sans limite. Bien sûr, sans pattes, ni couteau, ni fourchette, elle se débrouille comme elle le peut. D'autres pucerons ont par contre une vie beaucoup plus tranquille. Ceux-là se reconnaissent facilement. Ils ont le privilège d'être envahis par des fourmis qui semblent leur porter une grande attention. En fait, certaines fourmis élèvent des troupeaux de pucerons comme l'homme élève des troupeaux de vaches. Mais la récolte n'est pas tout à fait la même. Les pucerons offrent aux fourmis une sorte de liquide extrêmement sucré et nourrissant appelé miella, qu'elles rejettent après avoir digéré la sève de la plante. Alors bien sûr, il est hors de question de tolérer le moindre prédateur autour d'eux. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Celle-là est le modèle de coccinelle le plus courant dans la nature. Trotter, trotter pour retrouver quelques congénères et s'offrir avec elle une petite gourmandise. Autrement dit, butiner un peu de nectar à la manière des mouches ou des papillons. Mais après une entrée de nectar, le plat de résistance peut être un peu plus copieux. Car ces charmantes coccinelles, apparemment si gentilles et tranquilles sur les fleurs, sont en fait de véritables prédateurs, en particulier de pucerons. Ceci dit, les coccinelles ont une bonne excuse. Elles ne sont pas assez armées pour s'attaquer à des proies capables de se défendre. Elles doivent donc se contenter des plus faibles. Mais ici comme ailleurs, la garde veille. Et il serait étonnant que les coccinelles continuent longtemps leurs exactions. Pour les coccinelles, l'époque des pucerons est également celle de la reproduction. Et là, au moins, les fourmis ne viendront pas les chatouiller sous les pattes pour les faire tomber. Monsieur est sur madame, comme d'habitude, mais a visiblement du mal à maîtriser la situation. Il en faut plus pour troubler sa partenaire, à moins que ce ne soit là le début de l'ascension au 7e ciel. L'été est bien là. La preuve, les musiciens de l'herbe sont en pleine forme.
Évidemment, ce sont les mâles qui offrent le concert. Ils n'ont pas de violon, mais une sorte d'archet sur la patte qu'ils frottent à toute vitesse sur les nervures des ailes. Et comme sur la FM, chaque espèce a sa propre fréquence et sa propre musique. Toutes les émissions des criquets ont un seul thème. Comment se faire remarquer par les femelles au milieu de cette forêt d'herbe où l'on ne voit pas à 3 cm devant soi. Criquet cherche criquette, désespérément. Mais finalement, rien ne presse vraiment dans la chaleur tranquille de la prairie. Rien ne presse, mais... La menthe religieuse n'a qu'un problème. Quel criquet choisir ? Ce sera celui-là. L'exécution est sans appel. Personne n'est jamais sorti vivant des pattes ravisseuses du monstre. Et comme d'habitude, le repas de la menthe commence immédiatement. Les menthes religieuses sont des prédateurs extrêmement voraces. Pattes, tête, ailes, elles dévorent leur proie en entier et le festin se terminera lorsqu'il ne restera plus rien du criquet. Pour le petit peuple de l'herbe, la loi de la jungle n'est vraiment pas un vain mot. Et à propos de jungle, celle-ci a même son tigre. Son nom est l'épère facié. Du tigre, elle a les rayures, et comme lui, c'est un fauve. Un fauve à l'écoute des vibrations de sa toile. Emballée en quelques secondes, la victime n'a aucune chance de s'en tirer. Enveloppée dans son linceul de soie, la sauterelle n'est pas morte. Cela n'arrivera qu'après un seul et mortel baiser de l'araignée. Dans les grandes herbes, il existe d'autres proies avec lesquelles l'épère ne doit pas se tromper lorsque le hasard les met dans sa toile. Avec elle, pas question d'hésiter sur la quantité de soie. Les épères gagnent parfois la partie. Mais les menthes savent aussi prendre leur revanche pour un délicieux et juteux festin dont, encore une fois, il ne restera rien. Dans la famille criquet et sauterelle, il existe par contre une espèce qui se moque éperdument de rencontrer une menthe ou une épère affamée au détour d'une feuille.
Ceci dit, mieux vaut tout de même s'habiller en vert, histoire de ne pas se faire voir par d'autres amateurs de chair fraîche. Cela permet en plus de préparer ses propres mauvais coups en toute discrétion. Car les grandes sauterelles vertes, d'apparence débonnaire et innocente, ne mangent pas que de l'herbe. Cette fois, le petit déjeuner est copieux. Une sauterelle croque une autre sauterelle. Les carnassiers ne font pas de sentiments lorsqu'il s'agit de se remplir l'estomac. Certains pacifiques habitants des buissons ont dû être assez satisfaits à la vue de ce spectacle. La victime était elle-même une sauterelle prédatrice, pour qui ce genre d'exercice était monnaie courante. Cette autre sauterelle a une préoccupation différente. C'est un mâle et il chante. Chanter est un bien grand mot peut-être, alors disons plutôt qu'il stridule. Avec d'autres mâles, il stridule pour tenter d'attirer quelques femelles. Mais pour l'instant, les membres du fan club ne sont pas très nombreux. Les instruments des chanteurs sont les ailes. L'une d'elles possède de petites pointes dures à sa surface. Le frottement très rapide de ces pointes sur l'autre aile produit le son. Cette femelle n'a sans doute rien à faire de ces petits détails techniques, mais serait-elle séduite par le concert ? À 2 pas de là, il est d'autres frotteurs d'ailes utilisant exactement la même technique. Chez les grillons, l'opération séduction est lancée depuis plusieurs jours. En chantant, chaque mâle défend une petite portion de territoire autour de son terrier et surtout cherche lui aussi à attirer et à séduire les femelles des environs. Certains mâles ont par contre d'autres préoccupations. Leur est à la pause casse-croûte, ou plutôt casse-herbe, car les grillons sont de grands mangeurs de chlorophylle sous toutes ses formes, sèches ou fraîches. Pour celui-là, la vie est belle. La nourriture est abondante à 2 pas du terrier et en plus, il a trouvé l'âme sœur qui a bien voulu s'installer chez lui. Tout irait donc pour le mieux si les grillons n'avaient pas un caractère, un rien susceptible.
L'intrus a largement sous-estimé la résistance du propriétaire des lieux, qui supporte assez mal qu'on vienne marcher sur son herbe et plus encore qu'on tente de séduire son invité. Décidément, ce n'est vraiment pas son jour. Sans doute ferait-il mieux d'opter pour la musique et se mettre à chanter comme tout le monde. Tiens, quel rapport peut-il y avoir entre une petite abeille poilue appelée osmie et des coquilles d'escargots-vides? Aucun en apparence. Mais alors, pourquoi ces adorables insectes s'y intéressent-ils de si près? Eh bien voilà. Depuis la nuit des temps, les osmies se servent des coquilles vides pour en faire leurs appartements. Celle-là vient justement de trouver Coquille à son pied, et ses petites affaires commencent immédiatement. Première étape, grignoter une feuille sans rien avaler et faire une bonne provision de chlorophylle. Deuxième étape, entamer la décoration extérieure de la coquille en étalant par-ci, par-là la provision de matière verte. En fonction de l'humeur et des envies de la décoratrice, il faudra 7 ou 8 voyages pour finir le travail. Pour l'osmie, le but de l'opération semble être de dissimuler la coquille en la recouvrant d'une véritable tenue de camouflage. Visiblement, le nouvel occupant se trouve parfaitement à l'aise dans son nouvel appartement. Bien, reste maintenant à s'occuper de la décoration intérieure. En fait, l'osmie n'aménage pas sa coquille pour elle-même. Si elle prend tant de soin à le faire, c'est tout simplement pour y pondre son œuf. Un seul œuf, à côté duquel elle déposera également un peu de pollen et de nectar. D'ailleurs, il est bien possible que l'abeille l'ait déjà pondu, car elle se lance maintenant dans une toute autre opération. L'osmie aurait-elle été embauchée dans une fabrique de cure-dents? Non, soyons sérieux. Malgré les apparences, l'osmie continue de s'occuper de son œuf, mais à sa manière. En fait, l'osmie est une obsédée du camouflage et elle trouve que sa coquille est encore trop visible. Une seule solution, la recouvrir de brindilles de toutes sortes. Ceci dit, elle n'a pas tout à fait tort, car dans le petit monde des herbes, elle connaît bien des prédateurs prêts à croquer son œuf et les provisions qui vont avec. C'est un animal, un rien maniaque, qui choisit chaque brindille avec un soin méticuleux et passe encore plus de temps à lui trouver la bonne place avant de la poser. Mais grâce à cela, le résultat commence peu à peu à prendre forme.
Avec une volonté absolument incroyable et sans aucun dopage, cette minuscule petite abeille pleine d'énergie fera plus de 60 allers-retours pour parvenir à ses fins. Une heure plus tard, la dernière brindille est posée. L'osmie peut enfin souffler un peu. Mais pas pour très longtemps, car bientôt un nouvel œuf sera prêt à être pondu. Et il faudra recommencer le travail sur une autre coquille. Dans le genre petite bête énervée, des prés et des talus, voilà une autre spécialiste. Soit la chenille est immobile et invisible, soit elle se déplace de façon tellement saccadée que le résultat est presque le même. Elle ressemble à une brindille agitée par le vent. La technique est parfaitement efficace et permet en plus de semer à l'occasion quelques prédateurs insistants. D'autres chenilles auraient par contre un peu de mal à s'agiter de la sorte. Leur style est donc plutôt le train de sénateur, où il suffit de mettre une ventouse devant l'autre pour avancer. Dans un autre style, voilà la technique du petit train, chère aux chenilles processionnaires. Pour savoir où elles vont, prière de s'adresser à la chenille de tête. Elle seule connaît la destination. Les autres suivent en se repérant à un fil de soie qu'elle laisse discrètement derrière elle. Dans le genre chenille à poil, celle-ci semble tout droit sortie du carnaval de Rio. Sans aller toujours à ces délires vestimentaires, les poils et les couleurs des chenilles peuvent prendre toutes sortes de formes. Ce sont des instruments de défense extrêmement efficaces et parfois même dangereux. Ils peuvent se détacher et se planter dans la peau de celui qui les touche. Mais le but essentiel est de couper l'appétit de n'importe quel oiseau, même le plus affamé. Pour la petite histoire, il en est un seul qui puisse résister aux chenilles urticantes, c'est le coucou. En dehors du souci permanent de se défendre contre les prédateurs, l'essentiel de l'existence des chenilles est concentré sur une seule et même obsession. Manger, croquer, dévorer, avaler comme des machines, sans relâche du matin au soir, et même parfois la nuit. Se nourrir à tout prix pour grandir, grossir et se transformer ensuite en chrysalide. Puis, attendre encore pour que l'alchimie mystérieuse fasse son œuvre, que les tissus informes se recomposent, s'organisent à nouveau et parvenir enfin à cet instant précis.
Le papillon est là, tout neuf, mais il lui reste encore beaucoup à faire avant de s'envoler. Il est tout juste bon à se laisser pendre sur ses pattes et à attendre que son corps et ses ailes se déplient complètement, durcissent et prennent leur forme définitive. Une demi-heure après le début de l'éclosion, le paon du jour est pratiquement formé, mais pas encore tout à fait prêt à partir. Manque encore un peu de chaleur, un peu d'énergie, et surtout un point de décollage suffisamment élevé. Dans quelques secondes, une vie de papillon va véritablement commencer. La vie d'un papillon, c'est plutôt la belle vie. D'abord, on se lève tard le matin, puis on attend tranquillement que le soleil chauffe suffisamment l'atmosphère. Ensuite seulement, on part se balader à droite ou à gauche à la recherche d'un petit déjeuner de nectar, gracieusement offert par toutes sortes de fleurs aux parfums délicats et enivrants. La frénésie est la règle chez tous ces gourmands. Le jeu étant de trouver avant tout le monde la fleur où personne n'est encore venu boire. Les plus forts à ce sport sont les sphinx. Spécialistes du ravitaillement en vol, ils ont un équipement de professionnels, c'est-à-dire une trompe haute performance dotée d'une pompe à grand débit, capable d'aspirer très rapidement les gouttelettes de nectar au fond des corolles les plus profondes. Tout le monde n'a pas les exceptionnelles facultés du sphinx, qui en 1 minute est capable de visiter une vingtaine de fleurs. Mais cela n'empêche pas les autres butineurs de très bien se débrouiller, surtout s'ils choisissent des endroits comme celui-là. Les plus actifs et les plus performants d'entre eux sont les abeilles et les bourdons. Mais attention, ceux-là ne travaillent pas pour eux. Ils sont en mission commandée, au service de leur colonie. Outre la récolte de nectar, leur ordre de mission comprend le ramassage de pollen. Plus question alors de lécher simplement le sucre des fleurs. Il faut ratisser chaque étamine du bout des pattes et d'un mouvement très précis, faire en sorte que les grains de pollen viennent s'entasser sur une petite corbeille fixée sur les pattes arrière.
Un vrai travail de spécialiste. Peu à peu, une petite boule se forme. Et lorsque les abeilles jugent qu'elle est assez grosse, elles retournent à la ruche pour y décharger leur cargaison. Déposer le pollen n'est pas une mince affaire. Il faut d'abord trouver le bon endroit au milieu de la ruche, puis ensuite se frayer un chemin dans la foule jusqu'à trouver une cellule libre. Voilà qui est fait. Du côté des bourdons, le principe est le même. Une grande différence cependant, leur logement. Comme ils ne produisent pas de miel, ils n'ont pas droit à la ruche 3 étoiles fournie par l'homme et doivent se contenter de squatter discrètement quelques lieux abrités. Sur le nid, tous les arrivants sont accueillis et contrôlés par le service d'ordre, qui monte la garde en permanence. Un rapide passage au poste de police et la voie est libre. La précieuse marchandise, stockée en boulettes sur les pattes, est livrée au cœur de la colonie. De leur côté, les abeilles sont tout de même mieux organisées que les bourdons. Sur chaque cadre, une partie des alvéoles est strictement réservée au stockage du pollen. Et en plus, chaque cellule contient uniquement le pollen d'un seul type de fleur. Quant au nectar, il est livré directement de l'estomac de l'ouvrière butineuse à celui des ouvrières responsables du nourrissage des larves et de la fabrication du miel. Issu d'une recette de fabrication dont elles seules ont le secret, celui-ci est ensuite stocké dans des alvéoles particulières où il mûrit lentement. Et lorsque les abeilles jugent que le miel est à point, elles referment soigneusement chaque alvéole avec un bouchon de cire, en prévision des longs mois d'hiver où il n'y aura plus aucune fleur à butiner. Mais laissons là l'univers un peu trop policé des abeilles pour revenir dans le monde sauvage. Dans l'univers des insectes, prendre la couleur de l'endroit où l'on habite est un grand classique. Soit on est capable de changer en fonction du lieu où l'on se trouve, soit on est né avec la bonne couleur, autrement dit le vert, et on passe l'essentiel de son temps dans la chlorophylle. Et lorsqu'en option supplémentaire, vous avez la taille brindille et un fort penchant pour la sieste, vous avez de très fortes chances de passer totalement inaperçu. C'est très pratique lorsque vous n'êtes qu'un simple phasme sans défense, mais c'est aussi très utile lorsque vous êtes un prédateur du type menthe religieuse. Et elles, la sieste, elles ne connaissent guère. Elle est une femelle, lui un mâle.
Entre ces deux-là, il y a un très gros malentendu. La femelle pense à son estomac et le mâle ne pense qu'à ce que vous imaginez. Grave erreur. Évidemment, la tentation était d'autant plus grande que la proie, totalement hypnotisée par les formes voluptueuses de la femelle, était facile à attraper. Quant au cannibalisme, c'est un sport qui tend à se généraliser très nettement chez les mantes au moment de la reproduction. Le pauvre naïf n'avait donc aucune chance de s'en tirer vivant. Au milieu de l'été, la présence de plus en plus pressante des mâles provoque une tension extrême entre les femelles dont l'agressivité augmente de jour en jour. Certes, elles ne se dévorent pas entre elles, mais les rencontres au détour d'une branche tournent très souvent au duel à l'arme blanche. Étranges ardeurs guerrières, dont le moteur fondamental plonge au plus profond d'une sexualité aux méandres plutôt mystérieux. Tout cela n'éloigne pas les mâles, bien au contraire. Le pouvoir de séduction des femelles est tel qu'ils s'exercent même hors de vue, à plusieurs mètres de distance, par l'intermédiaire sans doute de quelques secrets et envoûtants effluves. Ils connaissent le danger, mais ne peuvent résister. Tension extrême, sans doute faite à la fois de crainte et de désir, si le mot avait un sens à cet instant chez un insecte. Et pourtant... Ce moment de volupté intense dure parfois plusieurs heures, et avec un peu de chance, le mâle réussira à repartir comme il est venu, c'est-à-dire au vol, et sans dire au revoir, car on ne sait jamais. L'amour peut avoir donné fin à sa dévorante maîtresse. Quelques heures ou quelques jours plus tard, le résultat de ces torrides ou dangereuses étreintes est là. Loin de la convoitise des mâles, concentrés sur leur travail, les femelles se consacrent à leur fondamentale mission. Les ventres palpitants libèrent un à un leurs centaines d'œufs minuscules que les pondeuses noient dans une sorte de mousse protectrice. Deux heures après le début des opérations, la mousse durcira et deviendra résistante. Il aura fallu un été de cannibalisme, de lâches assassinats, de mâles sacrifiés sur l'autel du sexe pour cette seule et unique ponte. Ce petit concentré de centaines de vies à venir, 8 mois plus tard.